Bonjour, donc dans cette vidéo, on est maintenant rendu à faire des exemples de tests d'hypothèse. Donc on va lire la mise en contexte et on va ensuite suivre les 6 étapes qu'on a décrites dans les notes de cours. Donc ici, une machine effectue le remplissage de litres de lait dont la moyenne est de 1000 millilitres par contenant. On suppose que la quantité de lait par contenant est distribuée selon une loi normale, d'écart type 8 millilitres. Pour vérifier le bon fonctionnement de la machine, on prélève au hasard 25 contenants et on obtient une moyenne de 995 millilitres au niveau de signification de 1%. Peut-on conclure que la machine est mal ajustée? Parfait. Donc ici, les éléments clés, j'en ai déjà souligné plusieurs. On mentionne que la machine, finalement, elle est réglée à 1000 millilitres. Donc, notre hypothèse nulle, ce sera que la machine est bien réglée au départ et ce qu'on essaie de déterminer dans la question, peut-on conclure que la machine est mal ajustée? Ben, ça va plutôt être notre H1 finalement. Okay? À savoir si ma machine, sa moyenne n'est pas de 1000 millilitres. Donc déjà, on peut formuler notre hypothèse parce que on a nos deux hypothèses ici. Donc l'hypothèse nulle qui a toujours l'égalité. Et c'est un type de test d'hypothèse bilatérale. Donc on a un égal pas. Autre information qu'on a dans le texte, donc la quantité de lait, ben, c'est notre X qui est distribué selon une loi normale. On nous a donné l'écart type aussi, 8 millilitres. Le 25 contenant, ça ici, c'est notre échantillon, okay, à partir de laquelle on a obtenu une moyenne. Donc, nos 25 contenants ont en moyenne 995 millilitres. Et le alpha, qui est toujours donné, okay, qui est toujours imposé dans la question, est précisément de 1%. Donc, on peut faire les 6 étapes. On a déjà fait la première. La deuxième étape, ici, les conditions d'application, c'est qu'on essaie de savoir quelle distribution de probabilité on doit utiliser pour la suite du problème. C'est toujours dans l'idée que on suppose que H0 est vrai, donc ça va embarquer en ligne de compte. Et on a les mêmes conditions d'application qu'on utilisait déjà pour les estimations par intervalle de confiance. Donc nous, ici, dans notre contexte, vous pourrez toujours retourner voir le schéma qu'on avait fait ensemble pour l'intervalle de confiance, parce que c'est les mêmes conditions. On a une taille d'échantillon de 25. Donc, c'est plus petit que 30. Quand on est plus petit que 30 en termes de taille d'échantillon, on a aussi besoin, pour appliquer le théorème central limite, de ces deux conditions-ci. C'est-à-dire que mon X, qui était la quantité de lait, suivait une loi normale, et mon sigma, qui est égal à 8 millilitres, ben, dans le fond, ça veut dire qu'il est connu. Avec ces trois conditions-là, ça veut dire qu'on peut appliquer le théorème central limite. Le théorème central limite, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? C'est que, entre autres, mon X bar, donc mes moyennes échantillonnales pour des échantillons de 25, de taille 25, ça suit une loi normale. C'est ce que nous dit le théorème central limite. Ce que nous disait aussi le théorème central limite, c'est que la moyenne des X bar, le mu X bar, ben, c'est la moyenne de la population. On n'oublie pas que la moyenne de population, ben, on a supposé que le H0 était vrai, et mon H0, c'est justement une moyenne de 1000 millilitres. Donc, c'est pour ça qu'on n'a aucun problème à mettre le 1000 ici. C'est toujours en supposant que le H0 est vrai jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, pour l'écart type, le 1,6, ben, on l'obtient ici dans mon contexte. On ne nous a pas mentionné de taille de population. Par le contexte, on comprend que le N majuscule pour la taille de la population est très grand. Donc, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de facteur de correction. Par notre théorème central limite, ben, notre formule, ça va juste être ça ici, le sigma x bar qui va être égal au sigma sur racine de n. Donc, on fait le petit calcul, 8 sur racine de 25, et ça nous donne 1,6, qui est notre nouvelle écart type. Donc maintenant, on connaît très bien la distribution du x-bar, donc la moyenne échantillonnale. Parfait. Donc ça termine notre deuxième étape. Donc les conditions et connaître la distribution de probabilité.
La troisième étape est très rapide, c'est tout simplement d'avoir identifié le niveau de signification, ou aussi appelé le seuil de signification. Ici, c'était clairement donné, c'était 1%. On l'avait là, carrément dans la question, juste ici. Maintenant, on est rendu à une étape très importante. La quatrième étape, c'est la règle de décision. Donc, formuler la règle de décision. Donc, la règle de décision, on peut se faire un petit dessin. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est, on avait un test. Les éléments importants, c'est qu'on a un test qui est bilatéral. Donc, on va répartir le alpha 1% dans les deux extrémités. Donc, vous voyez, on a divisé le 1% en deux. Donc, on a 0,5% de chaque côté. Et ça nous permet d'obtenir les Z alpha sur 2, ici, de chaque côté. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà fait pour les intervalles de confiance. Donc, avec la table de la loi normale centrique réduite, on est capable de trouver 2,575. Donc, à droite et moins 2,575 à gauche. Et on a nos deux ondes de rejet qui sont justement à partir de quand on dépasse ces valeurs critiques-là. Donc, on en conclut que notre règle de décision, on l'a juste ici, on rejette H0 si le Z qui va être obtenu par l'échantillon n'appartiendra pas à cet intervalle-là. Donc, dès qu'on va déborder de l'intervalle, on va devoir rejeter le H0. Et là, maintenant, on a notre règle de décision, c'est maintenant que va embarquer notre échantillon. Donc, notre échantillon, on avait 25 contenants, on avait obtenu un X-bar de 995 ml. Donc, la valeur expérimentale, le X-bar qu'on a obtenu par l'échantillon, c'était 995. Nous, pour appliquer notre règle de décision, on a besoin de sa cote Z, que je vais appeler Z accent aigu CH. Et ma cote Z, ben, c'est tout simplement ma valeur moins la moyenne divisée par l'écart type. Donc, c'est les valeurs qu'on avait ici, finalement. Lorsqu'on a trouvé le X-bar, de quelle façon est-ce qu'il se distribuait, on avait trouvé la moyenne et l'écart type. C'est ces valeurs-là qu'on utilise. Donc, 995 moins 1000 divisé par 1,6, on obtient moins 3,125. Le moins 3,125, ben, finalement, on se rend compte qu'il est dans la zone de rejet. C'est plus petit que le moins 2,75. Ça n'appartient pas à l'intervalle. Donc, maintenant qu'on a notre valeur expérimentale, ben, on applique notre règle de décision. Et donc là, on est rendu à la sixième étape, la conclusion. Donc, les éléments importants de la conclusion, je vais devoir dire si je rejette ou non H0. Je vais rappeler le niveau de signification et je vais revenir dans le contexte. Donc, ici, ce qu'on obtient, à un niveau de signification de 1%, on rejette H0, car le Z échantillonnal qui me donnait moins 3,125 n'appartient pas à mon intervalle. Donc, étant donné qu'il n'appartenait pas, j'ai rejeté. Et quand je reviens dans le contexte, dans mon contexte, c'était l'ajustement d'une machine, j'ai juste à dire que la machine est mal ajustée. Et ça termine le premier exemple. On a eu à prendre une décision entre deux hypothèses. Et finalement, ça se trouve être le H1 qui a gagné en quelque sorte, on en conclut que la machine était mal ajustée.